Novembre 1941. Heribert Heim est donc transféré dans l'hôpital militaire de Vienne pour y soigner les blessés du front. Un an plus tard, on retrouve sa trace dans un autre hôpital militaire à plusieurs milliers de kilomètres de là sur le front Est, à Oulu, en Finlande. Mais quand la fin de la guerre approche, l'étau se resserre inéluctablement autour d'Heribert Heim. 15 mars 1945. Heribert Heim et son unité sont capturés par les Américains. L'Allemagne est vaincue, le pays est en ruine. La guerre totale, mondiale, a fait plus de 50 millions de morts. Le monde entier découvre les victimes des camps à mesure qu'ils sont libérés un à un par les Alliés. Hitler s'est suicidé en avril. L'Allemagne doit désormais payer pour ses crimes. Les Alliés procèdent à la dénazification du pays. Tous les symboles du Troisième Reich se sont détruits. Les grands procès contre les hauts dignitaires débutent à Nuremberg dès novembre 1945. Guilty or not guilty? Nicht schuldig. Heribert Heim, lui, est incarcéré dans un camp de prisonniers. Au même moment, des survivants de Mauthausen commencent à témoigner de sa cruauté. Mais ces témoignages n'auront aucune conséquence sur le sort de Heim. Pendant cette procédure d'internement, il a été dénazifié, c'est-à-dire qu'on a contrôlé son passé politique. On a probablement constaté que oui, il était SS et il était médecin de camp. On a su qu'il y avait des indices contre lui. Cependant, la procédure a été suspendue et Heribert Heim a été libéré de prison. Heim est libéré. Le docteur Lamort n'est pas jugé aux côtés des responsables du camp de Mauthausen lors du procès à partir de mars 1946. Sur le banc des prévenus, 61 accusés. Mais pas de trace de Heim. Le docteur Lamort évite ainsi la pendaison, le sort réservé aux grands criminels nazis. Un épais mystère entoure l'affaire Heribert Heim. Pourquoi n'est-il pas passé en jugement alors qu'il avait été impliqué dans des crimes? Pourquoi les Américains ne l'ont pas présenté devant un tribunal? Pourquoi a-t-il été libéré de son internement? Pourquoi a-t-il été dénazifié sans problème? Plus tard, il a pu mener une vie normale. Ce sont quand même des questions qui se posent. Heribert Heim ne paiera jamais pour les crimes barbares commis dans le camp de Mauthausen. Une injustice qui s'explique en partie par la débâcle générale du pays vaincu. Après la guerre, l'Allemagne est en ruine, en plein chaos. Dans la confusion de millions de personnes, que ce soit des réfugiés ou des blessés de guerre, il est passé entre les mailles du filet. Le pays est incapable de juger l'ensemble de ces criminels nazis. Il est concentré sur sa propre reconstruction. C'est un peu comme si tout le pays essayait d'oublier ce qui s'était passé, se concentrant sur la reconstruction, les affaires, les besoins matériels, plutôt que de s'occuper de la détresse psychologique. L'un des pires aspects de l'Holocauste, c'est que des gens sans aucun passé criminel avant la guerre ont pu commettre les crimes les plus abominables pendant le conflit et redevenir après des gens normaux. Redevenir quelqu'un de normal. Retourner à une vie paisible et bien rangée. Même après avoir commis les pires crimes. C'est exactement ce que va tenter de faire Heribert Heim après la guerre. 1953. Une fois libéré, Heribert Heim part vivre en Allemagne et change radicalement de vie grâce à une rencontre, celle d'une femme, Friedel, qu'il séduit et qu'il épouse. Avec elle,
Il s'installe dans la ville cossue de Baden-Baden, où il fonde une famille. L'ancien docteur Lamort ne prend même pas le soin de cacher son identité. Il pense être intouchable. Il n'a même pas changé de nom. Et je pense qu'après avoir été libéré de prison, il a probablement cru, comme la majorité des nazis, qu'il n'aurait plus jamais affaire à la justice, que la page était tournée. Dans ce contexte, on peut dire qu'il a mené une vie normale, qu'il ne se cachait pas. Il était même dans l'annuaire. Si on l'avait voulu, on aurait pu le trouver. Loin des inquiétudes d'une probable arrestation, Harry Bertheim mène désormais une vie paisible et confortable, à l'abri des chasseurs de nazis. Sa femme vient d'une famille très aisée, une famille qui leur permet d'acheter une grande maison bourgeoise où ils élèvent 2 enfants. Ce n'est pas du tout la maison d'un fugitif en planque. C'est le foyer de quelqu'un de très riche, quelqu'un de très bien installé. Une vie bourgeoise, une famille modèle, très loin de l'image du docteur meurtrier de Mauthausen et de ses opérations sordides. Beaucoup de criminels nazis considéraient que leurs crimes étaient circonscrits à une période spécifique de leur vie, lorsque ces crimes étaient autorisés, à l'époque où Adolf Hitler était au pouvoir. Ceux qui s'étaient transformés en meurtriers à ce moment-là sont ensuite revenus à une vie quotidienne banale, et même parfois presque ennuyeuse, comme celle de la majorité des gens. Comme si rien ne s'était passé pendant la guerre, Harry Bertheim redevient médecin. Il ouvre un cabinet de gynécologie en plein centre-ville. Après la guerre, on a de nombreux exemples de personnes ayant commis des centaines de crimes ou y ayant participé et qui n'ont eu aucun problème, non pas pour continuer leur carrière, mais disons pour repartir à zéro. On a interrogé des patientes du Dr Heim et elles le considéraient toutes comme un très bon docteur. Il était réputé et visiblement apprécié en tant que gynécologue. Pourtant, derrière l'apparence d'un homme irréprochable, certains indices montrent qu'il prend des précautions pour ne pas se faire repérer. Une chose que les gens disaient, c'est qu'il ne voulait pas être photographié. On a le sentiment qu'il essayait de se soustraire à quelque chose. Il faisait profil bas, essayant de ne pas attirer l'attention sur lui. Il me semble que le fait qu'il n'ait jamais été photographié montre à quel point il était prudent. Harry Bertheim n'était pas spécialement riche lui-même. C'était sa femme, la famille de sa femme, qui avait payé la splendide villa de Baden-Baden. Mais il faisait attention à économiser son propre argent. Il avait investi dans l'immobilier, en particulier un immeuble d'appartements à Berlin. C'est ce qui lui a rendu service des années plus tard pendant sa cavale. En réalité, la tranquillité de l'ancien docteur Lamort est menacée. Depuis quelque temps, les recherches sur les anciens nazis sont relancées dans l'ombre. 1962. 10 ans se sont écoulés dans la ville tranquille de Baden-Baden. Le passé meurtrier d'Harry Bertheim est enfin sur le point de ressurgir. Depuis la fin de la guerre, la police a continué son enquête. Elle recoupe les témoignages de survivants qui ont vu Harry Bertheim commettre ses atrocités à Mauthausen. Une enquête de longue haleine, mais qui finit par aboutir sur une certitude. Heim doit être puni pour ses crimes. Les autorités ouest-allemandes ont collecté suffisamment d'informations et de preuves pour le présenter devant la justice. Après des années à avoir ignoré les crimes nazis passés, les autorités allemandes ont commencé à rechercher les criminels à la fin des années 50 et au début des années 60. Du camp de Mauthausen, il existe des survivants. Et ces anciens détenus sortent du silence. Ceux qui ont assisté à Harry Bertheim pendant ses opérations. Ceux qui l'ont côtoyé pendant les 6 semaines meurtrières vont devenir des témoins clés pour l'enquête. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui connaissaient Harry Bertheim,
qui l'ont vu travailler là-bas. Des détenus qui travaillaient comme aides-soignants ou comme employés dans les bureaux des médecins des SS. Ils ont vu et connu Harry Bertheim, et ils l'ont décrit après la guerre. On analyse également les registres du camp de concentration, où étaient notées toutes les opérations et les décès des prisonniers. Ces registres deviennent de véritables pièces à conviction. Vous avez d'une part le registre des opérations du camp de Mauthausen et d'autre part le registre des décès. Les SS tenaient une comptabilité vraiment précise des morts, ce qui nous permet de faire l'inventaire du nombre de morts et donc des crimes de Mauthausen. Mais il y a surtout une chose qui trahit Harry Bertheim. C'est son physique hors du commun. Il était très grand. Il faisait plus d'1,90 m. Cela a eu son importance pendant les enquêtes qui ont eu lieu après 1945. En effet, il était très facile de le reconnaître à cause de ses mensurations et de son aspect physique. Harry Bertheim pensait probablement qu'il ne serait jamais poursuivi, jusqu'au jour où deux inspecteurs l'ont interrogé à propos de son engagement pendant la guerre, et particulièrement son passage à Mauthausen. Ce jour-là, Harry Bertheim comprend que la vie parfaite qu'il avait patiemment construite est sur le point de voler en éclats. À ce moment-là, il a dû prendre conscience que la police était probablement sur sa trace. Un matin d'automne 1962, Harry Bertheim s'enfuit de chez lui alors que la police vient pour l'arrêter. Ce jour-là, le docteur Lamort quitte femme et enfants. Il ne reviendra jamais. Il s'est enfui très tôt le matin, le jour où la police avait prévu de l'arrêter. L'un des inspecteurs a dit qu'il était sorti par la porte de derrière pendant qu'eux franchissaient la porte d'entrée. Comment Harry Bertheim a-t-il été prévenu? Faire disparaître quelqu'un qui va être arrêté et lui assurer une protection, un voyage vers un pays où il ne sera pas extradé, c'est un jeu d'enfant dans les années 60. Pendant plusieurs décennies, on le recherche en Europe, en Suisse, en Espagne, où il a des contacts, et même en Amérique latine, en Argentine, au Brésil, ou encore au Chili, où d'anciens nazis trouvent refuge après la Seconde Guerre mondiale. Jusque dans certains pays arabes, toutes les pistes sont explorées. Harry Bertheim devient l'un des nazis les plus recherchés au monde. Pendant plusieurs décennies, personne n'arrive à retrouver l'ancien docteur Lamort. Il symbolise à lui seul l'échec de la justice. Août 1992. En réalité, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, en Égypte, que se cache Harry Bertheim. Après être passé par l'Espagne ou encore le Maroc, Harry Bertheim s'est réfugié dans la capitale égyptienne. Dans un hôtel lugubre d'un quartier populaire du Caire, l'ancien docteur Lamort se cache du monde entier. Il vit ici ses dernières heures, atteint d'un cancer. Un endroit où il a réussi à rester caché, en s'inventant une nouvelle vie. Cette fois, il a changé de nom, s'est converti à l'islam. Une existence en totale rupture avec son passé. C'est un peu comme si Harry Bertheim avait eu plusieurs vies en une seule. Sa vie de SS, sa vie de médecin après la guerre, mais aussi sa vie en Égypte, avec un nouveau nom, pratiquant une nouvelle religion, parlant une nouvelle langue et ne se mêlant qu'à des Égyptiens. L'Égypte était une destination de prédilection pour les nazis après la guerre. Pendant 30 ans, Harry Bertheim parvient à survivre en étant caché. Mais quand l'enquête avance, ses conditions de vie se dégradent brutalement. Les juges l'ont condamné par contumace et lui ont confisqué l'immeuble qu'il avait à Berlin.
Sans ces revenus, il avait beaucoup moins d'argent pour vivre. Même s'ils ne pouvaient pas l'attraper ni le mettre en prison, ils ont rendu sa vie bien moins confortable. Exilé, loin des siens, Harry Wertheim succombe finalement à un cancer le 10 août 1992, sans jamais avoir été arrêté par la police. Il ne laisse derrière lui qu'une vieille mallette remplie de documents qui révèlent enfin sa véritable identité. Un passeport, des dossiers médicaux, mais aussi des lettres qu'il envoyait secrètement à ses enfants. Des documents que l'on découvre malheureusement trop tard, plus de 17 ans après sa mort. Il est probable que le mystère Harry Wertheim n'aurait jamais été résolu s'il n'avait pas laissé derrière lui cette vieille mallette en cuir pleine de documents. Une mort mystérieuse immédiatement remise en question. Car il manque un élément fondamental pour être certain de la mort de Haim. Où est le corps? Peut-on Peut-on voir le corps? Peut-on vérifier son identité? Dentition, ADN? Aucun corps. Même si ses docteurs ont dit qu'il devait être mort, cela reste toujours mystérieux, car on n'a jamais retrouvé son corps. Sans cadavre, on ne peut pas être certain de la mort de cet homme. Même si l'affaire Harry Wertheim se clôt officiellement avec la découverte de cette mallette, l'homme a définitivement disparu en laissant derrière lui plus de mystère que de certitude. Pour moi, Harry Wertheim, c'est un fantôme. Il a totalement disparu, laissant de grandes zones d'ombre. Tout ce qui s'est passé est entouré d'un grand mystère. Comment un tel homme, impliqué dans de tels crimes, qui a laissé tant de traces et de preuves derrière lui, a-t-il pu s'échapper secrètement? Je crois que rien de tout cela n'aurait été possible s'il n'avait pas bénéficié d'une vraie protection.